dernière table ronde de cette rêve consacrée à la transition écologique. Et l'homme dans tout ça, l'homo ecologicus, est-il né? On le voit bien, hein, les transitions écologiques est une source d'opportunités, mais aussi de bouleversements, de tensions, de ruptures sur les emplois et les compétences. Alors pour en parler autour de cette table virtuelle, bien sûr, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, Christian Gaulier, directeur général de la Toulouse School of Economics, c'est l'école d'économie de Toulouse, Ilham Kadri, directeur général du groupe Solvay, qui est en direct avec nous de Bruxelles, Véronique Turner, administrative du Syntec numérique, et Caroline Poissier-Brilla, qui est la directrice de Baudelais et qui est membre du COMEX 40. Je vous salue tous. Donc je vous rappelle un petit peu le fonctionnement de cette table ronde. Vous allez chacun exposer votre position par rapport au sujet, un sujet très important, on l'a vu. Le sondage de l'IFOP l'a démontré il y a quelques minutes. Et puis après, on va lancer un débat avec des points clés. Laurent Berger, merci d'être avec nous dans cette REF organisée par le MEDEF, secrétaire général de la CFDT. Pour vous, on sait que vous avez pris des engagements très forts dans cette transformation écologique. Vous avez engagé votre organisation, vous avez écrit des tribunes avec Nicolas Hulot. La grande question, c'est qu'il faut que cette transition, elle soit réussie, certes, mais il faut qu'elle soit juste pour l'homo ecologicus. Bonjour, merci d'abord de l'invitation. Oui, cette transformation, il faut qu'elle soit juste et pour qu'elle soit, parce qu'on sait qu'elle est compliquée et pour qu'elle soit juste, il faut qu'on ne tarde pas à prendre les mesures parce que plus on va traîner, plus les conséquences économiques et sociales peuvent être compliquées. Et donc, ce qu'on pense, c'est que il faut enclencher les transformations assez rapidement. Il faut le faire dans le cadre d'un dialogue. Il faut intégrer les questions de financement, d'investissement, parce que c'est des questions extrêmement importantes. On ne peut pas le faire du doigt mouillé. Mais on sait aussi que cette transition écologique absolument nécessaire, elle aura des conséquences sur l'emploi et sur le travail. Et en fait, la position du syndicalisme européen là-dessus, elle est assez simple. C'est résumé par un slogan, et même si moi, j'aime pas beaucoup les slogans, ce slogan, c'est « il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte ». Et donc, oui, il faut s'inscrire dans cette transition écologique, mais il faut anticiper au maximum pour éviter les blocages, pour éviter aussi les difficultés sociales, les conséquences sur l'emploi et sur l'évolution du travail. Parce que plus on laissera des gens au bord de la route, moins il y aura d'acceptation de cette transition écologique. On est en fait dans une dimension temporelle, on s'inscrit dans un temps long en termes de transition écologique, même s'il faut aller vite et il faut démarrer le plus vite possible, il faut accentuer les efforts, mais les salariés, les citoyens en général d'ailleurs, sont dans une temporalité autre, qui est souvent plus courte. Et donc, il faut tenir compte de ces angoisses. Et donc, pour le faire, il faut faire de la transition écologique un enjeu de dialogue social avec les salariés, partager les enjeux dans la plus grande transparence possible, et puis assurer un avenir aux salariés qui seront impactés en anticipant l'évolution des compétences, en organisant les transitions professionnelles. Et si la puissance publique a un rôle à jouer là-dedans, les entreprises en ont un très fort également. Vous avez, dans cette transition professionnelle, est-ce que vous, je ne sais pas, la CFDT, ou est-ce que vous avez des chiffres qui disent combien de salariés pourraient être impactés par cette transition écologique et puis un changement, disparition d'emplois et création d'autres, mais avec Oui. C'est très difficile à dire, pour être tout à fait honnête. Moi, je me méfie de deux éléments. Concernant les chiffres, je me méfie de deux choses. D'un premier chiffre qui dirait il y a tant de salariés impactés et qui serait juste un élément de création d'angoisse. Et de l'autre côté, le phénomène un peu magique en disant ne vous inquiétez pas, s'il y a tant d'emplois disparus à tel endroit, il y en aura quasiment autant créés dans le cadre de transition écologique. Parce que de fait, des emplois vont être supprimés, des emplois vont être impactés. De fait, il y aura des créations d'emplois dans d'autres secteurs, mais les choses, à l'échelle humaine, à hauteur de femmes et d'hommes, elle n'est pas si simple que ça. Parce que lorsque vous travaillez dans l'automobile et que vous savez qu'il y a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre sur les véhicules électriques que sur les véhicules thermiques, et que vous êtes travailleur de l'automobile à Douai, ça vous fait une belle jambe qu'on vous dise qu'il va y avoir des activités créées dans le cadre par des emplois verts, dans le cadre de la transition écologique à Toulouse. Vous voyez ? Et donc,
il faut, je crois, à la fois avoir une vision globale, industrielle, stratégique, mais regarder aussi au cas par cas ce que sont les conséquences. Moi, il y aura des emplois impactés, on le sait, dans un certain nombre de secteurs. Je prends un exemple, ce qui se passe en Bretagne en ce moment, dans une coopérative porcine, parce que c'est pas que dans les secteurs de pointe, ils avaient un impact carbone très très important. Ils ont décidé de faire évoluer leur outil industriel et ça le pérennise. Et ça fait évoluer un peu les process, les process productifs. Ils l'ont fait dans un dialogue extrêmement approfondi avec les salariés. Bénéfice, les salariés, l'impact sur l'emploi est quasi neutre et les salariés sont extrêmement fiers d'avoir une entreprise qui est beaucoup moins émettrice de carbone. Mais tout ça, ça s'est fait dans un cadre d'un dialogue pour rassurer parce que dans un premier temps, il y avait des lobbies qui disaient, bon, en gros, faut supprimer ce type de production, n'oubliant qu'il y avait 500 salariés concernés. Et de l'autre côté, la tentation parfois, un peu en disant, bon, ben, ok, si tout ça est trop compliqué, on va le faire un peu de façon rapide, sans prendre le temps d'écouter les angoisses. Enfin, c'est l'histoire, l'enseignement, si l'histoire doit nous enseigner un peu, ce qui s'est passé sur les Gilets jaunes est quand même une belle illustration. Ouais. C'est à ne pas écouter ce que sont les angoisses et les perceptions des citoyens, ce que sont aussi les décisions qui parfois peuvent paraître injustes, eh bien, on en oublie, on fait mal, quoi. Ouais. Et là, moi, je suis persuadé que l'entreprise est de bon niveau pour traiter ces questions-là. L'entreprise, à condition que les entreprises les plus impactées ne soient pas laissées seules à discuter. Et quand on invente des dispositifs de transition collective, comme on est en train de le faire entre partenaires sociaux, quand on invente des dispositifs parfois pas forcément nationaux, mais dans les territoires pour le transfert de compétences, le prêt de main-d'œuvre, etc., on commence à rentrer dans ces logiques-là parce que ce sera aussi un impact très régional. D'accord. Juste une dernière question, on y reviendra dans le terme du débat, mais Laurent Berger, on a vu qu'il y a 44% des Français qui disent que cette transition écologique, elle entraîne de facto une transformation de leur entreprise. Vous dites, en tant que leader de la CFDT, vous dites, oui, ben, ça impacte le dialogue social et il faut que les salariés puissent participer à ces choix stratégiques. Oui, c'est déterminant. Vous savez, les salariés, c'est les premiers intéressés à la pérennité de leur entreprise. Mais ils sont aussi des citoyens intéressés par la transition écologique. Et vous n'avez pas d'autre moyen de le faire que de le faire dans le cadre du dialogue social. La loi climat résilience qui est en discussion aujourd'hui au Parlement, elle prévoit une information des instances de représentation du personnel. Je pense que ce dont il est question demain, et pas simplement dans l'entreprise d'ailleurs, c'est finalement de passer d'un modèle productif à un autre pour s'inscrire dans la transition écologique. Ça doit faire l'objet de discussions, de dialogues, de négociations. Si on ne le fait pas, on loupera l'accompagnement social d'une certaine manière de ces transformations. On loupera les besoins d'évolution en compétences. Et c'est pas tant d'abord, c'est pas seulement sur le plan défensif, c'est aussi sur le plan offensif. On va avoir besoin de nouvelles compétences. Et ça peut être les salariés actuellement en poste qui correspondent à ces compétences, si on les accompagne. Ça peut aussi être à l'intérieur d'une même entreprise, se préparer à ces transitions professionnelles. Donc, à la fois dans les branches et dans les entreprises, il y a un gros enjeu d'accompagnement social et ça se passe par le dialogue social, par une espèce de transparence sur, oui, on a affaire à ces évolutions de nos modèles, eh bien, faisons-le de la façon la plus apaisée possible. Laurent Berger, on a compris le message en tous les cas que vous envoyez aux chefs d'entreprise qui nous écoutent. Ben justement, je vais demander à une chef d'entreprise, Ilham Kadri, qui est la directrice générale du groupe Solvay, qui est en direct de Bruxelles. Elle, d'abord, elle va peut-être vous répondre à vous, Laurent Berger, et puis surtout comment elle, d'un groupe chimique qui s'est énormément transformé, comment est-ce qu'elle voit le rôle du salarié, de l'homme dans cette transition écologique. Et surtout, Ilham Kadri, bonjour, j'en profite pour rappeler que vous avez été longtemps aux États-Unis. Donc, vous avez aussi une vision un peu plus globale, un peu internationale de cette question. Oui, merci Edwige. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien.
Oui, bah, tout d'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ces sujets qui sont très importants. Il y a effectivement une urgence écologique et humaine, car la planète et sa biodiversité est notre maison. Monsieur Berger l'a bien dit, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'humain dans une planète morte, et j'aime beaucoup ce mot. Les risques sont réels, ce sont des vrais risques. Non seulement humains de survie, mais aussi d'investissement. Et je suis sûre que lors de votre calendrier, vous avez probablement énuméré ce qui se passe dans le monde pour prendre qu'un fait, le fameux jour de dépassement de l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an. C'était le 1er août l'année dernière, pendant une année de crise, alors qu'il était bien sûr en décembre 1971. Donc voilà, on vit au-dessus de nos moyens. Et récemment, ce qui s'est passé au Texas avec des forces majeures aujourd'hui qui challenge, en plus de la Covid-19, bien sûr, qui challenge les approvisionnements globaux, montre que la biodiversité et le fait de la challenger, bah, ça nous touche tous. Alors, nous n'attendons pas 2050, on parle beaucoup du net zéro 2050 ou 2060 pour la Chine. Notre planche est soulevée, c'est 2030. Cette urgence est demandée, Monsieur Berger l'a dit, par nos employés qui sont des citoyens, qui sont des pères et des mères intéressés par l'avenir de leurs enfants, nos clients, nos investisseurs. J'ai remarqué que sur votre agenda, il y avait BlackRock. Bien sûr, les investisseurs nous le demandent. Bien sûr, c'est une responsabilité tout court pour chaque société comme Solvay, une responsabilité éthique, morale, mais aussi pour la durabilité de la société. Alors, à mon point de vue, il faut mener de front une triple transformation. Je préfère le mot transformation et une transition, par ailleurs, une triple transformation écologique, digitale et humaine, qui se veut humaniste et solidaire. C'est pour toutes ces raisons que chez Solvay, nous nous sommes donné des moyens, effectivement, avec notre Solvay One Planet, une planète de durabilité d'ici l'horizon 2030, tout en mettant l'humain et la science au cœur de notre transition écologique. Donc, bien sûr, nous sommes scientifiques, nous croyons que la science va répondre au challenge de l'humanité. Alors, le social, on sait que ces phénomènes auront des conséquences sociales désastreuses, les phénomènes bien sûr écologiques, si on n'y remédie pas à temps. Ils toucheront les pays bien sûr beaucoup plus en voie de développement et les personnes vulnérables en premier, mais aussi les pays dits développés dont la qualité de vie actuelle n'est pas garantie. On le voit déjà, hein, plus de 740 millions de filles ont vu leur scolarité interrompue l'année dernière et plus de 500 millions de femmes autour du monde, dans le monde sont encore non connectées. Ça me touche énormément parce que quand on n'est pas connecté aujourd'hui, on n'a pas une identité financière, etc. Alors nous, dans l'ESG, il y a le mot S qui veut dire social, hein, avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et notre ambition, c'est de progresser de manière ambitieuse. Alors que fait-on chez Solvay? On commence par la raison d'être. On en a beaucoup parlé dernièrement. Nous avons tenu à repenser avec l'ensemble des employés. Nous avons fait plus de 13 000 réponses à notre enquête, des écoutes dans les usines, etc., pour bâtir une nouvelle raison d'être, même si on est une société de 160 ans. Et nous avons développé ça, co-créé avec nos employés et nos valeurs fondamentales dans lesquelles l'humain, bien sûr, son bien-être, le bien vivre ensemble et son évolution dans un milieu inclusif. Pardon, oui. Excusez-moi, juste parce que c'est du concret avec vous, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez des salariés, des employés qui sont dans des secteurs, certains qui sont dans des secteurs qui n'existeront plus demain. Comment vous les accompagnez ? Alors, c'est une bonne question. Il y a des jobs, des emplois qui vont disparaître et d'autres qui vont être recréés. Toutes les transformations doivent être accompagnées de formation pour s'assurer que chacun reste à bord. Alors, ce qu'on fait, on a par exemple une académie maintenant qui est virtuelle, le Solvay Academy, dans l'industriel et dans le commercial. Nous avons commencé par ces deux académies. C'est une école en interne, une plateforme d'apprentissage qui va s'étendre à tout le monde. Alors, on a commencé par la force de vendre et les patrons des usines sous peu. Ce sont des cours dispensés pour amener le digital, hein, le digital à la main, etc. Donc, on le fait et on en parle sans tabou. C'est de dire qu'il y a des jobs qui vont être éliminés parce qu'il y a de l'automation, etc., qu'on doit aller vers le digital qui va en fait nous aider à moins gaspiller. Et d'ailleurs, gaspiller moins, c'est toujours bon économiquement et bon pour la planète. Et tout ça se fait avec sérénité, hein, bien sûr. C'est des fois assez dur de voir des changements structurels comme ça, mais on le fait d'une manière assez volontaire et en discutant des challenges de nos employés.
Et puis il y a aussi un point, évidemment, il y a l'accompagnement des employés, mais aussi pour les leaders, ça change beaucoup. Je voudrais qu'on parte à Toulouse maintenant, merci beaucoup. Je reviendrai sur certains points, et du reste, j'interpellerai peut-être Laurent Berger sur un point que vous avez dit tout à l'heure. Mais on va partir à Toulouse, où nous attend Christian Gaulier. On va rappeler quand même que vous dirigez la célèbre école d'économie de Toulouse. On a peu parlé jusqu'à présent, un petit peu, mais d'acceptabilité. Il y a quand même quelque chose qui est assez lié à cette transition écologique, c'est la question du pouvoir d'achat, non, Christian Gaulier? Oui, oui, bonjour. Effectivement, il faut bien quand même reconnaître que l'enjeu est extraordinaire. L'enjeu est envers la responsabilité, nos responsabilités envers les générations futures. Et à court terme, nous avons une montagne devant nous. On a, depuis 30 ans, fait assez peu de choses finalement. Et si on veut attendre, par exemple, les moins 55% d'émissions de CO2 en moins par rapport à 1990 en 2030, on doit massivement accélérer. Et le coût ne sera pas marginal. Ayons bien en tête que du point de vue très macroéconomique, il s'agit de remplacer des sources d'énergie fossiles qui ont fait la prospérité de nos économies depuis 2 siècles, qui sont finalement encore extrêmement peu chères et extrêmement faciles à utiliser, et remplacer tout ça par des énergies renouvelables qui sont effectivement décarbonées, mais qui sont encore aujourd'hui et probablement encore pour quelques années, étant donné des problématiques d'intermittence, en particulier de l'éolien et du photovoltaïque, plus cher et beaucoup plus difficile à gérer. Donc cette transformation nécessaire à court terme, elle va être coûteuse, quoi. On ne peut pas remplacer quelque chose de peu coûteux par quelque chose de plus coûteux au niveau global sans passer par le tiroir caisse à un moment ou un autre. Et in fine, ce seront les citoyens français et les citoyens du monde qui auront apporté cet impact qui sera probablement attentatoire au pouvoir d'achat. Donc cette problématique-là, la fin du monde versus la fin du mois, il faut l'affronter. Il faudra payer les coûts et il n'y aura pas que des problèmes de perte d'emploi, il y aura aussi des problématiques de facture d'électricité et de facture d'énergie. Donc ça, c'est un problème, en particulier, c'est un problème compliqué dans un monde où on vit quand même, aujourd'hui en France et dans beaucoup d'endroits dans le monde, dans cette utopie d'une transition heureuse, une transition écologique heureuse, dans ce contexte de croyances incompatibles avec la vérité scientifique. C'est difficile pour les politiques, c'est difficile pour des leaders syndicaux et des leaders d'opinion en général de porter un discours de vérité, du sang, des larmes et de la sueur pour affronter cette phénoménale responsabilité envers les générations futures. Et j'aime beaucoup faire référence à cette encyclique du pape François, Laudato Si, qui dit en fait, pour résumer, tous les politiciens qui oseront affronter cette problématique et imposer des réformes qui sont indispensables et qui seront difficiles à porter socialement, ils porteront leur croix. Ils seront sans doute pas réélus, mais Dieu saura les reconnaître. Et bon, je suis pas sûr que ça soit un discours qui soit très porteur pour beaucoup de leaders politiques. Bon, dernier point, évidemment que non seulement ça sera globalement coûteux, mais ça sera aussi probablement plus coûteux pour les ménages les plus modestes que pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on sait que la demande d'énergie, elle a une élasticité des revenus plus petite qu'1. Ça veut dire concrètement que la part des revenus des ménages consacrés à l'énergie décroît au fur et à mesure qu'on s'enrichit. Et donc, effectivement, quand vous augmentez le coût des énergies, eh bien, vous faites porter le coût de cette transition énergétique relativement plus fort sur des populations les plus vulnérables et les plus modestes. Et ça, c'est effectivement un problème considérable. Et c'est un problème considérable qui se retrouve, par exemple, quand on décide de remplacer du nucléaire par de l'éolien ou d'autres choses qui sont, c'est clair, plus chères à fabriquer. Donc, quand vous augmentez les coûts du kilowattheure, eh bien, vous augmentez la facture d'électricité et la conséquence, c'est que... Christian Gaulier, oui, pardonnez, mais oui. Vous avez dit des propos assez forts, donc je voudrais faire réagir là-dessus. Je vais interrompre un instant le tour de table. Je voudrais faire réagir Laurent Berger, justement, de la CVT. Vous avez entendu Christian Gaulier, il dit qu'il y a un problème quand même de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de transition heureuse. J'imagine que vous devez partager quand même un peu ce sentiment-là. Moi, je partage l'idée qu'il va falloir être très franc et très lucide. L'avantage d'un syndicaliste, c'est qu'il n'aspire pas à être réélu. Donc, si, aussi.
Oui, mais enfin, c'est quand même un peu moins complexe, si je peux me permettre, pour lui. Mais cette franchise, cette lucidité, elle ne doit pas amener au découragement qui amènera à l'inaction. C'est toute la ligne sur laquelle nous devons être. C'est-à-dire que, la question qui sera posée, c'est la répartition des efforts, puisque des efforts, il y en aura, nécessaires. Et donc, c'est la question de le fait que ce soit juste ou pas. Et parce que de fait, moi j'ai bien aussi aimé ce qu'a dit Ilham Kadri. C'est vrai que c'est plus de la transformation quasiment radicale, à certains égards, que de la transition, vous avez raison. Mais dans les pensées, c'est peut-être un peu de transition. C'est-à-dire que l'idée que tout ça va être accompagné au sens où on parle de transition. Mais vous avez raison, c'est de la transformation. Et moi, je partage totalement ce qu'a dit Christian Gaulier. Le seul problème, c'est que il faut pas que si ça paraît trop dur, ça poussera. Et donc, les responsables syndicaux, patronaux, politiques, et c'est plus compliqué pour les politiques parce que pour les raisons que vous avez indiquées, ils doivent être très francs. Oui, c'est une profonde transformation de nos modèles de production. Et oui, il y aura des impacts, emploi, travail, peut-être pouvoir d'achat, mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on pense la question sociale, la question fiscale, la question répartition de la valeur créée, à l'aune de ça. Et donc, ça entraîne beaucoup de débats derrière, quoi. Christian Gaulier, vous avez vu, vous savez, évidemment, tout ce que vous avez dit interpelle les uns et les autres. Je voudrais qu'on continue notre tour de piste. Après, je reviendrai sur vos propos avec Véronique Turner, parce que elle est chez l'entreprise, dans le numérique, parce qu'on a beaucoup parlé de la transformation digitale, qui a aussi son empreinte carbone, il faut le dire. Et comment est-ce qu'on peut conduire et articuler les deux. Véronique Turner, merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez Alterway. Donc vous, c'est un point. Et puis en plus, vous êtes au sein du Syntec numérique. Vous accompagnez les entreprises dans cette transformation digitale, mais qui devient aussi une transformation écologique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être à cette table ronde qui positionne, je pense, l'humain au cœur des transitions, et je pense que c'est majeur. Alors oui, Ilham Kadri l'a dit, en fait, il y a une liaison très forte entre transition écologique et transition numérique aujourd'hui. On le sait, ça sera compliqué de réussir la transition écologique sans numérique. Alors oui, vous l'avez dit en introduction, moi je suis chef d'entreprise, je dirige une PME qui est donc une ESN, une entreprise de services numériques qui est spécialisée dans le numérique responsable. Et puis par ailleurs, je suis au COMEX et au conseil d'administration de Syntec Numérique. Syntec Numérique est l'organisation professionnelle qui rassemble les acteurs numérisants, c'est-à-dire les éditeurs de logiciels, les entreprises de services numériques, c'est de conseils en technologie, puis les acteurs plus globalement dits plateformes. Donc ça représente aujourd'hui, c'est important de situer ces chiffres, 530 000 salariés. C'est beaucoup de CDI, parce que ça représente, on est un secteur où c'est plus de 93% de CDI. On a de manière récurrente une pénurie de collaborateurs, environ 10 000 diplômés par an. Donc, on a un secteur qui est en très forte croissance depuis plusieurs années. Alors, c'est sûr qu'on a, évidemment, avec la crise sanitaire, été un peu en repli l'année dernière, un petit peu comme toutes les autres industries, mais néanmoins, beaucoup moins en repli, et on a vu en fait que cette crise sanitaire elle a même marqué, je dirais, un point d'inflexion en fait dans la croissance du numérique. On voit même une accélération aujourd'hui de la transformation numérique et de la digitalisation des entreprises, alors poussée par le télétravail, la télémédecine, l'e-commerce. Comment on aurait pu faire pour vivre cette crise? En effet, sans visio, on ne pourrait pas faire d'ailleurs cette conférence, sans outils collaboratifs, sans infrastructure cloud. Donc on voit bien que le numérique est très central aujourd'hui dans les transitions. On est dans un monde qui est complexe, qui est en mutation. On vit alors des transformations, des transitions. Certaines sont plutôt des transitions, d'autres des transformations. Elles n'ont pas toutes le même niveau, je dirais, de criticité, de maturité. La difficulté, c'est qu'on vit en fait toutes ces transformations de manière simultanée, en parallèle. Et c'est vrai qu'il y a un point commun dans toutes ces transitions. On n'a pas de transition énergétique, il y a évidemment la transition climatique, et il y a des éléments qui sont éléments aussi sur la transition sanitaire. Et le point commun, tout ça, c'est le numérique. Et le numérique, c'est une véritable révolution.
D'ailleurs, Michel Selle parlait de révolution anthropologique, hein. Donc c'est assez profond, ça montre à quel point ça bouscule l'être humain dans ses dimensions physiques et culturelles. Évidemment, le numérique est du coup, je dirais, vraiment aujourd'hui au cœur en fait de notre dispositif. Et donc, notre industrie à nous, elle a finalement un double défi. C'est transformer et se transformer. Donc, on doit accompagner toutes les industries dans leur transformation et en premier lieu dans la transformation écologique. On ne peut pas envisager de transition écologique sans pouvoir collecter de la donnée, capter de la donnée, traiter de la donnée, stocker de la donnée, restituer de la donnée. On a besoin de simuler, on a besoin d'optimiser, de rationaliser. Donc, on voit bien en fait que le numérique est au cœur de la transition écologique. Donc ça, on est vraiment, nous, au cœur de cette transformation pour toutes les industries. Mais par ailleurs, le numérique est comme toutes les industries, c'est une industrie qui a une empreinte environnementale. Il y a un certain nombre de chiffres qui sont sortis, des études qui sont sorties ces dernières années. On a annoncé qu'on était à 3-4% des gaz à effet de serre au niveau mondial, qu'on avait une consommation énergétique de 9%, ce qui fait qu'en 2025, si on ne faisait rien, je dis bien si on ne faisait rien, ça nous amènerait à 7-8%, ce qui serait à peu près au niveau des véhicules légers. Donc on voit bien que le numérique a une empreinte environnementale. Ce n'est pas forcément évident parce que cette empreinte, elle est un peu virtuelle. On ne la voit pas réellement, cette industrie. On ne voit pas qu'elle a cette empreinte environnementale. Il y a aussi au niveau des équipements. On parle beaucoup d'urgence climatique, mais il y a aussi le sujet environnemental au sens large. Il n'y a pas que l'urgence climatique. Et il y a une forte empreinte environnementale aussi du numérique sur les équipements, l'épuisement des sols, la pollution. Merci Véronique Turner, parce que vous avez tout à fait raison, parce qu'on a un peu oublié cette dimension digitale. Du reste, Christian Gollier, lorsque vous dites qu'il n'y a pas de transition écologique heureuse, vous pouvez dire la même chose sur cette transformation. Je propose qu'on reprenne l'expression d'Ilham Kadri, transformation digitale. Ça fait une double transformation pour les gens. Oui, en fait, il va falloir actionner une myriade de transformations et la transformation numérique est un exemple de ça et probablement un exemple important. On le voit bien avec cette pandémie et l'importance que prennent les relations virtuelles, les relations numériques. Ce qui est assez dramatique aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de réflexion globale sur comment arriver à atteindre des objectifs que nous nous fixons. Quand on dit moins 55% au niveau européen, qui peut dire aujourd'hui à quoi ressemblera l'économie européenne en 2030 si on parvenait à atteindre cet objectif? C'est assez compliqué. Mais à force de parler de 2050 avec zéro émission nette, ça va être un truc assez extraordinaire. Et donc, il va falloir vraiment faire des transformations radicales et l'idéal, ce serait de le faire au moindre coût pour le pouvoir d'achat des ménages. C'est assez incroyable de voir en Europe, par exemple, qu'on continue à émettre du CO2 en Pologne et en Allemagne pour produire des kilowattheures, alors qu'on pourrait remplacer le charbon par du gaz naturel qui émet 2 fois moins de CO2 par kilowattheure produit. C'est déjà ça. Hein. Et ça ne coûterait que 40 € la tonne de CO2 de faire cette substitution, on ne le fait pas. Alors qu'au même moment en France, on met en place une série d'actions, la loi climat et résilience en est un exemple, qui vont coûter beaucoup plus cher en termes d'attentats au pouvoir d'achat. Et donc on a à la fois un problème d'intensité de l'effort, mais aussi d'organisation de cet effort de façon intelligente pour atteindre cet objectif. Et il faudrait quand même mettre une valeur sur le carbone pour y arriver. Force est de constater qu'on n'est pas vraiment dans cette direction-là actuellement. Juste avant de passer la parole à Caroline Poissonnier-Brilla, je voulais, Ilham Kadri, juste transformation écologique, transformation digitale, quelle est celle qui est le plus difficile à accompagner au sein d'une entreprise comme la vôtre ? Les deux vont de pair, Edwige. Je pense que la transformation digitale, elle est là. On parle de l'industrie 4.0 qui va transformer l'industrie chimique qui est un petit peu en arrière des autres industries. Chez Solvay, depuis l'année dernière, qui l'eût cru, le télétravail est possible pour 10 000 personnes. On l'a fait en 2 semaines parce qu'on n'avait pas assez de masques.
et on a voulu protéger nos outils de production. Donc, on a été obligé, forcé d'aller vers le télétravail. Voilà, donc ça montre qu'en fait, sous contrainte, on se sublime aussi. Donc, cet accompagnement digital, il est là. D'ailleurs, on a fait un accord sur la digitalisation avec nos partenaires sociaux qu'on a signé en avril 2020. Et c'est un exemple de dialogue social pour la requalification au sein de l'entreprise. Alors bon, bien sûr, la transformation écologique, elle ne dépend pas que de nous. Donc là, il y a l'infrastructure. Vous savez, Edwige, que nous sommes dans l'électrification, dans l'hydrogène vert, tout ça. Et c'est là où on a besoin de l'État, on a besoin de l'Europe, de la COP26 qui va arriver avec, j'espère, beaucoup d'alignement et de mobilisation, parce qu'il faut une responsabilité qui doit être partagée avec les États et nous avons besoin d'être soutenus dans nos actions parce que celui tout seul ne peut pas couper ses émissions, ne peut pas faire une révolution dans le circulaire. Mais avec, par exemple, Veolia, nous pouvons faire du circulaire dans les batteries, etc. Donc, ces collaborations aujourd'hui sont à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Caroline Poissonnier-Brilla, je conclus ce tour de table avec quelques interruptions. Vous dirigez Baudelais Environnement et puis vous êtes membre du COMEX 40 ici. Baudelais Environnement, en un mot, c'est quoi? Vous êtes dans un secteur aussi qui est forcément impacté par cette transformation écologique. Tout à fait. Alors nous sommes une ETI familiale, régionale, spécialisée dans le traitement des déchets. Donc le déchet, spontanément, on n'associe pas toujours déchets et transition écologique, mais pourtant on est en plein dedans. Puisque nous, depuis 50 ans, nous créons des boucles d'économie circulaire à travers soit la valorisation matière, donc la réintroduction de nouvelles matières dans le circuit, donc en créant des matières premières issues du recyclage, ou à travers la valorisation énergétique. Et là, on est aussi en plein dedans puisque nous créons des énergies alternatives, donc électricité verte, gaz vert, etc., pour réintroduire et donc, in fine, limiter l'extraction des énergies fossiles et donc les émissions de gaz à effet de serre également. Pour vous, comment est-ce que vous voyez cette transformation écologique? Comment vous pouvez accompagner cette transition professionnelle, en l'occurrence pour vos salariés? Oui, de toute façon, la dynamique aujourd'hui est enclenchée. Nous sommes convaincus que le déchet est une source d'énergie et que les déchets seront l'énergie de demain. Ouais. Il semble que les pouvoirs publics aient pris la même dynamique. On regarde ces dernières années, on parle loi de transition pour la croissance verte, la loi AGEC sur l'économie circulaire. Quand on regarde le plan de relance, toute la partie gestion de déchets est vraiment ancrée dedans. Aujourd'hui, l'enjeu, ça va être de transformer cet essai, à la fois législatif, réglementaire, en réalité économique. Donc nous avons un vrai sujet sur les débouchés. Nous savons aujourd'hui créer des matières premières issues du recyclage, des matières premières secondaires. Aujourd'hui, on n'arrive pas à les remettre assez dans le système, ce qui fait que la filière économique pourrait aller beaucoup plus loin, pourrait créer beaucoup plus d'emplois, des emplois qui ont du sens et devenir une vraie filière attractive pour les nouvelles générations. Donc, il faut réinventer notre filière. Il faut que la filière se réinvente pour apparaître comme un véritable acteur de la transition écologique et attirer du coup des talents et les former. Ça, c'est le grand enjeu. Est-ce que, Laurent Berger, vous êtes un peu rassuré lorsqu'on entend des chefs d'entreprise qui ont quand même une conscience de l'importance de cette transition professionnelle? Non, mais je n'ai jamais considéré que les chefs d'entreprise n'avaient pas conscience de cette transition professionnelle. Moi, ce que j'aime bien dans ces transformations à l'œuvre, c'est qu'il n'y en a pas un qui est plus malin que l'autre et qu'il va falloir qu'on fasse ensemble. Et que c'est la seule condition pour réussir. Et on voit bien à travers ce que vient de dire Madame Poissonnier qu'il y a des éléments de stratégie industrielle, de stratégie économique, d'organisation de chaînes de valeur différents. Voilà. Donc là, il y a des éléments intéressants sur la stratégie. Et puis, il y a un besoin d'accompagnement, appelons ça comme ça, de cette transformation. Et là, je veux dire, on a le choix. C'est le choix. Soit on reste chacun sur nos certitudes, avec ce qui parfois, évidemment, nous différencie, mais même nous fait avoir des avis divergents, soit on construit ensemble. Enfin, moi, je me réjouis et que, par exemple, dans l'agenda social autonome qu'on essaye de construire avec les organisations syndicales et patronales, eh bien, il y a un sujet, par exemple, c'est on a décidé de travailler dans une entreprise, comment on fait pour prendre en compte la transition écologique et c'est quoi les voies de passage pour qu'on le fasse intelligemment. Et puis, on a aussi décidé de réfléchir à la transposition de l'accord européen sur le numérique.
voilà, on ne sera pas d'accord sur tout. Et ça, c'est bien normal. Dans la société, on n'est pas d'accord sur tout. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être rassuré. J'ai besoin qu'on soit à peu près d'accord ensemble qu'il faut qu'on traite l'enjeu économique, qui ne va pas disparaître. Hein. Il y a pas, au même niveau que l'enjeu écologique et au même niveau que l'enjeu social. Et si on arrive à conjuguer ces trois ambitions, et on trouvera après les curseurs, puis on se battra sur les curseurs. Et si on est déjà d'abord d'accord sur la direction, sur les curseurs, on devrait pouvoir trouver. Donc, je suis pas, moi, j'étais pas inquiet. Je suis pas inquiet par nature. Je suis inquiet de la situation telle qu'elle est. Mais la volonté des acteurs de s'inscrire dans cette transformation, pour reprendre le terme, et de le faire de façon juste, bah, ça sera notre capacité à confronter nos points de vue et le faire intelligemment. Franchement, ça ne sera pas sans un dialogue économique, social et écologique très affirmé, et peut-être plus affirmé pour le coup que ce qu'il est aujourd'hui. Juste en conclusion, je ne sais pas du reste qui veut répondre, parce que chacun peut avoir une réponse différente. C'est qu'on voit qu'on a traversé une crise sanitaire, enfin on est encore en plein dedans, avec des conséquences économiques très fortes qui ont bousculé complètement nos références, notre cadre de référence. Est-ce que finalement, de ce point de vue-là, bien sûr, est-ce que ce n'est pas une chance, une opportunité pour accélérer cette transition écologique, parce que ça nous a obligés à bouger, je veux dire à sortir de notre de la trajectoire dans laquelle on s'était installé. Je ne sais pas qui répond. Je ne sais pas si je peux prendre la parole là-dessus. Il y a deux dynamiques aussi pour en sortir. C'est à la fois l'innovation, et là, ça va vraiment être une dynamique collective. Nous avons besoin de tout le monde, à la fois les universitaires, les ingénieurs, pour repenser, révolutionner les idées autour, en ce qui me concerne, du traitement du déchet, mais plus largement autour de l'énergie et de l'avenir écologique. On a besoin de tout le monde. On a besoin des banques, on a besoin de l'État, on a besoin des collectivités, des consommateurs et des entrepreneurs pour le mettre en marche. Donc ça, c'est un premier jet. Et la deuxième chose que je souhaitais faire passer, c'est aussi l'importance de sensibiliser et d'embarquer les nouvelles générations dans cette transition. Parce que finalement, les hommes de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Et plus on les sensibilise, plus on les amène très tôt à avoir des réflexes qui sont profondément ancrés, plus cette transformation, elle pourra s'accélérer. Et notre filière, on veut se positionner comme ça, de leur donner des emplois qui ont du sens, qui créent de la valeur pour leur entreprise, pour la société et pour la planète. Et ça, je pense que l'enjeu, il doit être pris dès le plus jeune âge, et même, alors peut-être pas les enfants, mais au moins les ados. Et c'est cette transformation et cette dynamique collective qui pourra apporter du vrai sens. Oui, on a eu un témoignage très très fort dans ce sens ici ce matin à la REF du MEDEF. Merci à tous d'avoir été avec nous. Évidemment, on aurait pu continuer à discuter pendant longtemps, parce que cet homo ecologicus, il faut encore le définir, il faut encore lui trouver peut-être une existence heureuse, en tous les cas, même si c'est l'utopie, si on a bien compris les propos de Christian Gaulier. Merci à tous. Dans un instant, pour clôturer cette REF, eh bien, ça sera le débat. Pascal Canfin, Patrick Pouyanné.